Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Joaillier, mon invité cisèle la matière, mais à plus grande échelle. Guillaume est le jeune sculpteur français que les collectionneurs suivent de très près. Ses expositions voyagent à travers le monde. La dernière en date est à Bombay, mais Guillaume, lui, est sur le plateau de France 24. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Rentrons dans le vif du sujet avec des photos de cette exposition qui a cours en ce moment à Bombay. Et on va voir tout de suite ce qui frappe dans votre œuvre. Ce sont les formes, les couleurs, la géométrie. Pourquoi ce travail sur les figures géométriques, cubes, sphères, cercles? En sculpture, on utilise des métaphores tout à fait comme en poésie ou en littérature. Et ici, la métaphore est très simple, c'est de percer la matière dans les trois dimensions pour en révéler une quatrième, voilà, qui est au cœur de l'œuvre et qui est un espace de lumière. Donc c'est une façon aussi de démontrer que par-delà l'existence physique, il y a un autre plan physique plus subtil qui est fait de lumière. C'est très métaphysique alors, votre travail. Pourquoi pas? Mais oui, parce qu'il y a cet aspect, effectivement, il y a le vide, il y a cette sensation de vide quand on découvre. Toutes vos œuvres sont évidées finalement. Oui, donc, le vide, le manque, le principe c'est le grand vide sidéral? Alors en fait, pas du tout. Hein. Le principe à l'œuvre s'appelle bien sûr l'évidente évidence, mais il s'agit de créer de l'espace. Très abstrait tout ça. Alors c'est un jeu de mots, j'ai travaillé avec Raymond Hins et ceux qui connaissent le travail de ce grand maître ne m'en voudront pas de lui emprunter ce sens des mots. Puisque la matière est verbo-sensible, ce qui nous intéresse finalement en sculpture, c'est d'abord de révéler l'immatériel. Et le système qui est le mien consiste à évider la matière donc dans les trois dimensions, mais ça ne s'arrête pas à une forme. En fait, on peut l'appliquer à n'importe quelle forme, on peut l'appliquer à n'importe quel langage, et c'est une dynamique qui a sa puissance en fait n'importe où sur Terre, et c'est ce qui m'a permis d'aller exporter ce travail en Inde. Alors en Inde, vous avez travaillé avec des artistes indiens. On va voir quelques images de la genèse de ces œuvres que vous avez réalisées avec eux. Ce sont des œuvres en teck. Oui. D'habitude, vous travaillez plutôt avec des matériaux composites. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette collaboration avec des artistes qui est peut-être dans un univers totalement différent? Oui, j'ai travaillé avec des charpentiers extrêmement compétents, mais qui sont plutôt des designers, qui sont plutôt des gens qui fabriquent des meubles. L'intérêt, c'était d'abord d'échanger notre compréhension du matériau, comment est-ce qu'on travaille le bois là-bas, comment est-ce qu'on le travaille ici, et puis c'était aussi de transposer un langage, un univers qui est certes relativement abstrait, mais qui est en même temps très spirituel. Et c'est ce qui a permis en fait la réalisation de ce projet. C'est que il y a en Inde une curiosité et une envie de découvrir les autres qui fait qu'on peut dépasser ces frontières, qui fait aussi que même si on va travailler avec très peu d'outils, on va travailler de manière, j'ai envie de dire, ancienne, à l'ancienne, et on va y arriver. Alors vous êtes formé à la sculpture entre autres avec Niki de Saint-Phal, votre tante dont on revoit quelques œuvres emblématiques. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? Chez Niki, j'ai appris beaucoup de techniques. Ça a été un stage intensif à l'atelier où j'ai d'abord été soudeur, puis mosaïste, puis je suis passé aux fibres de verre et aux résines. À côté de ça, je crois que Niki n'a pas transmis qu'à moi, mais ce qu'elle nous laisse, c'est un sens de la joie. Un sens de la joie profonde, un sens', un sens du partage. Voilà, je crois que... Ce sens de la joie, on le retrouve un petit peu dans les couleurs de votre œuvre, peut-être. Tout à fait. Mais en même temps, ce qui frappe, c'est qu'il y a un côté un peu inquiétant aussi. Et d'ailleurs, particulièrement, il se ressent dans les esquisses que vous avez réalisées, où vous intégrez vos œuvres à l'espace urbain. J'aimerais qu'on revoie quelques images. Et notamment, vous les intégrez à côté de la pyramide du Louvre, comme un objet un peu extraterrestre. C'est inquiétant, tout ça, un peu, non? Non, en fait, c'est... Ça me fait penser au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. l'espace. Oui, tout à fait. Mais en fait, je pense que ce qui est inquiétant, c'est de se comprendre soi-même. C'est-à-dire d'assumer le fait que vivre, c'est un paradoxe. C'est un espèce de grand écart entre un plan physique
matériel qui est difficile, qui est douloureux, et puis un plan spirituel. Point commun avec Picasso, avec qui on a ouvert ce journal, c'est le sens de la provocation. Le photographe américain Spencer Tunick immortalise des foules déshabillées, c'est son concept donc, et il a battu son record à Mexico. 18 000 personnes ont répondu à son appel et se sont rassemblées sur le Zócalo, la principale place de Mexico, où se trouve notamment une basilique. Il n'a pas eu l'autorisation de l'inclure dans la photo. Avec ces photos, Spencer Tunick entend montrer, je cite, qu'on peut traiter le corps avec bonheur et non comme de la pornographie ou un crime. Fin de ce journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.